qu'on essaie de faire, c'est de soutenir les enseignants pour qu'ils soient outillés pour utiliser des œuvres de littérature de jeunesse dans leur enseignement. Principalement pour enseigner la lecture, pour enseigner l'écriture, mais aussi pour travailler évidemment l'oral, l'appréciation et éventuellement intégrer différentes disciplines. Par contre, comme on les forme, on voit leur évolution au fil d'une année scolaire et on voulait regarder l'impact que ça pouvait avoir sur les pratiques, mais également sur le sentiment d'auto-efficacité, le sentiment d'être compétent dans son enseignement. On a constaté que la diffusion de ces savoirs-là, on l'a constaté lorsqu'on forme les enseignants dans le cadre des micro-programmes, que c'est loin d'être très connu. Il y a encore beaucoup d'enseignants qui ne sont pas tout à fait au fait des pratiques les plus efficaces pour permettre un meilleur soutien des élèves. Le premier élément, c'est la qualité de la planification. Donc c'est sûr que pour être efficace dans son enseignement, il faut planifier son enseignement. Et notamment, ce qui ressort aussi, c'est d'intégrer vraiment des dispositifs d'enseignement au sein de routines quotidiennes, mais aussi de routines hebdomadaires. Ce qui va faire en sorte que les élèves vont savoir à quoi s'entendre et que les dispositifs vont vraiment revenir d'une semaine à l'autre. Puis il y a certains dispositifs qui vont permettre par exemple de travailler davantage, je pense à la lecture, travailler davantage la compréhension, d'autres qui vont permettre de travailler les 4 dimensions de la lecture de façon plus globale. Donc ça permet d'aller toucher à différents aspects du programme de formation. Autre aspect très important, c'est la fréquence des pratiques de lecture et d'écriture. Ça paraît relativement simple, mais on s'est rendu compte, surtout au niveau de l'écriture, que souvent les élèves écrivaient des textes longs une fois de temps en temps. Mais en fait, ce qui ressort, c'est qu'il est préférable en fait qu'ils écrivent souvent, même des textes plus courts. Donc la fréquence en fait des pratiques de lecture et d'écriture est très importante. Marie l'a évoqué quand elle parlait de la planification, mais un autre élément extrêmement important, c'est la variété des dispositifs. Pourquoi la variété est importante? Tout simplement parce que lire et écrire impliquent des processus variés. Autre élément, c'est en fait de proposer des tâches qui vont être cognitivement stimulantes. En fait, on parle de zone proximale de développement. L'idée, c'est de ne pas attendre forcément que l'élève soit prêt, mais bien plus de lui proposer une tâche qui va être complexe pour lui, mais par contre, de lui offrir le soutien approprié pour qu'il puisse réaliser cette tâche-là. Donc, quand on parle de soutien approprié, souvent on utilise le mot étayage. Donc, vraiment, l'étayage, ça consiste à fournir un soutien temporaire et sur mesure à l'apprenant afin qu'il puisse réaliser une tâche qu'il ne peut pas encore faire par lui-même. Autre élément capital, c'est proposer aux élèves des tâches qui sont signifiantes. Dans le fond, ça agit sur leur motivation. S'ils arrivent à donner du sens aux tâches qu'on leur propose, ils vont avoir beaucoup plus de facilité à s'engager au sein de ces tâches-là. Donc quand on parle de signifiance des tâches, par exemple, en écriture, c'est important d'écrire pour des destinataires réels. Et pas simplement écrire pour écrire juste pour l'enseignant, mais penser aux destinataires à qui on s'adresse, ça devient quelque chose d'extrêmement important pour la signifiance des tâches. Ça implique aussi de proposer des situations qui sont authentiques, qui correspondent authentiquement à des pratiques de lecture et d'écriture qu'ils vont avoir à mener, à conduire tout au long de leur vie. Donc, un autre élément qui touche cet aspect de la signifiance des tâches, c'est le fait de proposer les thèmes, les sujets qui touchent les élèves, qui les intéressent, pour lesquels ils ont besoin de réfléchir, ils ont besoin d'approfondir leurs idées. Une autre composante qui ressortait dans les recherches sur les pratiques exemplaires, c'est le fait que dans les classes où les élèves progressent le plus en lecture et en écriture, l'environnement de la classe est souvent propice au rapport à la lecture et à l'écriture. Autre aspect, on a parlé beaucoup cet automne, la qualité, la variété des livres qu'on va pouvoir retrouver dans les classes. Évidemment, il faut des livres de qualité, puis il faut être en mesure de savoir comment reconnaître aussi une œuvre de qualité. Il faut aussi proposer une variété de livres, donc pas seulement des œuvres narratives, mais aussi des livres informatifs.
Pensez aussi à fournir des revues aux élèves, donc qu'ils puissent être en contact avec différents types d'écrits, comme le fait tout type de lecteur après ça. Et dans l'ensemble de ces recherches, il ressort que pour être efficace, une formation doit être suffisamment longue et elle doit aussi permettre des allers et retours entre des contenus, la mise en œuvre de pratiques, une réflexion sur les pratiques mises en œuvre. Donc il faut que ça soit intercalé dans le temps. Et dans le fond, dans notre étude, ce qu'on a remarqué, c'est que les enseignants qui ont suivi plus qu'un micro-programme, déjà ceux qui ont suivi un micro-programme ont développé un meilleur sentiment d'auto-efficacité, mais ceux qui en ont suivi 2 ou 3 ont encore plus développé ce sentiment d'auto-efficacité. Donc la durée a de l'impact sur la transformation du sentiment d'auto-efficacité. Alors les différents types de réseaux, on peut faire un réseau sur un auteur. On travaille l'univers d'un auteur, ça nous permet de nous familiariser avec les intérêts, les thèmes abordés par cet auteur-là. Ça fait en sorte aussi que les élèves retiennent le nom de l'auteur. Si on lit 3-4 livres d'un même auteur, on finit par repérer son style, on mémorise son nom, donc ça contribue très largement à la culture littéraire des élèves. Travailler avec un réseau d'illustrateurs, c'est assez puissant aussi. Parce que tout à l'heure, je vous parlais des albums sans texte que nous dessine. Dans le fond, un illustrateur jeunesse, il ne va pas faire une illustration isolée. Il va faire une narration en images. Il va faire une série d'illustrations. Une série d'illustrations qui racontent quelque chose. Donc, dans le fond, l'illustrateur, ce n'est pas juste un artiste plastique. C'est aussi un auteur. Autre type de réseau autour d'un thème unificateur. Donc c'est le fait de vraiment choisir des œuvres en lien avec une thématique en particulier, puis de vraiment prendre des œuvres qui vont permettre d'éclairer cette thématique-là de différentes façons. Parce que travailler sous forme de thème, c'est très fréquent. Bien sélectionner les œuvres pour que la thématique soit éclairée de différentes façons, c'est déjà autre chose. Réseau autour d'un personnage stéréotype. Des personnages stéréotypes au sein de la littérature jeunesse, il y en a vraiment beaucoup. On peut penser au loup, au renard, à l'ours, à la fée, à la sorcière. Le but ici, ça va être de sélectionner des œuvres qui vont permettre d'étudier ce personnage-là. Mais là encore, si je vais étudier le personnage du loup, il ne faut pas que je présente juste des loups qui se font avoir. Je vais présenter des loups qui sont des vrais loups, des loups cruels, des loups qui se font avoir, des loups qui évoluent, qui sont des gens qui deviennent gentils. Donc, je vais vraiment voir différents types de loups. Puis, en même temps, je peux intégrer des sciences. Je peux aller faire une recherche sur les loups pour voir aussi, est-ce que le personnage du loup dans les albums, est-ce qu'il ressemble au loup dans la réalité en tant qu'animal? Autre type de réseau, un réseau hypertextuel. Dans le fond, qu'est-ce que c'est qu'un réseau hypertextuel? C'est prendre une œuvre source, par exemple Les Trois Petits Cochons, et regarder différentes versions de cette œuvre source et différentes adaptations de cette œuvre-là. Donc ça permet déjà de se familiariser avec le patrimoine. Il y a quand même des histoires typiques qui sont très fréquemment réinvesties, donc ça permet de se familiariser avec ça, mais ça permet aussi d'apprécier un auteur qui va prendre un conte, par exemple, traditionnel pour amener quelques modifications, donc d'apprécier ce mécanisme-là. Réseau intertextuel, les auteurs en littérature de jeunesse font très fréquemment référence à d'autres textes. C'est notable par rapport à tout ce qui touche au conte classique. C'est vraiment notable. Il y a beaucoup d'auteurs, leur univers repose sur la référence à différents contes classiques. Vous avez vu tout à l'heure dans le tunnel, Anthony Brown faisait référence au Petit Chaperon Rouge. C'est quelque chose de très 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 fréquent. Dans un réseau intertextuel, qu'est-ce qu'on fait? Dans le fond, on va mettre en relation une œuvre donnée avec les œuvres auxquelles cette œuvre-là fait référence. Par exemple, dans le dernier Pollen, j'ai pris une œuvre d'Anthony Brown, une autre œuvre d'Anthony Brown qui s'appelle Les Histoires de Marcel, dans lequel il est fait référence à des tonnes d'autres histoires. Au Magicien d'Oz, à L'île au trésor, à Alice au pays des merveilles, enfin il y en a toute une quantité, de sorte qu'un réseau intertextuel permet d'apprécier la mise comme ça en référence de certaines œuvres.
Le réseau générique, c'est le fait d'aller travailler un genre littéraire, puis aussi ses variations. On peut penser au genre policier, on peut aussi penser au genre fantastique. Donc on étudie vraiment les caractéristiques de ce genre-là à travers différentes œuvres. Puis souvent, ça aussi, ça peut mener à vraiment une écriture, écriture d'un texte, si on étudie les genres fantastiques, on va pouvoir produire après ça un texte fantastique, mais en connaissant vraiment les caractéristiques de ce genre-là. Réseau autour d'un procédé d'écriture. Donc on va aller vraiment étudier un procédé d'écriture qu'on retrouve dans différentes œuvres et on va pouvoir ensuite aussi réinvestir cela en écriture. On pourrait penser à des abécédaires dans lesquels on retrouve des tautogrammes. Les tautogrammes, ce sont des phrases dans lesquelles on essaie d'avoir le plus de mots qui commencent par la même lettre. Puis c'est intéressant à travailler avec les élèves aussi pour un travail lexical, parce que l'élève veut transmettre un message, mais il doit trouver un mot qui commence par la bonne lettre, donc il doit faire une recherche de synonymes en fait pour trouver ce mot-là. Donc le pollen, on voulait un peu plus vous décrire en fait la revue. D'abord, c'est une revue qui est une revue professionnelle, donc qui est vraiment destinée aux enseignants, mais qui est aussi destinée aux bibliothécaires, aux conseillers pédagogiques. C'est une publication qui est trimestrielle, donc on a 4 numéros par année. Puis on a une équipe qui est vraiment une équipe pluridisciplinaire. Ma foi, on est arrivé au bout de notre soirée. Merci beaucoup. Merci.